Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touching! Jack Miller nudging him wide as well. And the start. Oh, Miller and Mir, side to side. They bash into each other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it. A stunner from Fabio Quartararo to win, and the battle for second is close, but it goes to Zarco. Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de C'est qui en pôle. Aujourd'hui, c'est le numéro 179 et on va vous parler du 20e et dernier Grand Prix de la saison, le Grand Prix de solidarité de Barcelone, qui s'est déroulé sur le circuit de Catalogne. Pour cet épisode, je suis accompagné de Thibaut. Salut Thibaut. Salut Pierre. Comment ça va ? Bien, fin de saison. Maintenant, Ouais. le prochain Grand Prix, c'est dans quelques mois. Ouais, il était temps que ça se termine, non ? Ouais. Là, c'était quand même assez long. C'était ça. Et c'était tellement long qu'on on se retrouve à deux soirs parce que c'était un peu compliqué pour les plannings de chacun. Mais c'est parfait, on va pouvoir plus débattre. Donc sans plus attendre, on va passer aux petites nouvelles. On va commencer par le Moto-E. Le calendrier Moto-E est tombé. Alors j'ai pas les dates en tête, mais on reste de mémoire sur 7 rounds avec 14 courses donc, et notamment un round en Hongrie. Et plusieurs signatures à signaler en Moto3 pour la saison prochaine. Donc on a le retour de Denis Foggia en Moto3 chez Aspar. Donc il redescend du Moto2 vers le Moto3. Il sera accompagné par le rookie Maximo Quiles, pilote actuellement en Rookies Cup et en Junior GP. Akiayo aura lui Alvaro Carpe, vainqueur de la Rookies Cup avec Rueda. Piqueras quitte Léopard pour MSI MT-Helmet et va remplacer Ortola. Chez MTA, on a Stefano Nepa et Nicolo Carraro qui arrivent, donc deux Italiens. Ceux qui ont regardé la série Born Racer et qui suivaient la saison 2023 de la Rookies Cup verront deux protagonistes chez Boe Motorsport avec le Sud-Africain que j'adore, Ruche Modili, et le Néo-Zélandais Cormac Buchanan. Alors je suis plus étonné lui de le voir arriver ici. Ça se passait pas très très bien de mémoire dans la série. Et du côté de l'équipe d'Alain Bronec, donc le CIP, c'est Scott Odden qui va accompagner Noah Detwiller, le Suisse, l'an prochain. Un petit commentaire Thibaut ? Ouais, alors déjà, le retour de Denis Foggia chez Aspar, en Moto 3. Quand même une surprise. C'est quand même très rare d'avoir un pilote en Moto 2 qui redescend 2 ans après en Moto 3. Et c'est même pour moi un peu une surprise de la part d'Aspar de prendre un pilote, on va dire, expérimenté, qui en plus n'était pas dans le giron Aspar. Donc c'est vrai que c'est un peu bizarre. Bon, par contre, son coéquipier Maximo Quiles, lui, je l'attends vraiment avec impatience. Il est un peu foufou quand même. C'est un pilote, il peut quand même bien surprendre l'année prochaine s'il arrive à terminer les courses, il fait pas n'importe quoi. Côté Ajo Motorsport, eux ils prennent Alvaro Carpe, qui va gagner la Red Bull Rookies Cup. Choix logique, on va dire. Comme souvent, Ajo récupère le vainqueur de la Red Bull Rookies Cup. Piqueras, lui quitte Léopard, comme tu l'as dit. Est-ce que c'est une bonne idée de sa part d'aller chez MT Helmets ? Je sais pas trop. Et puis après, oui, par rapport à l'équipe Boe Motorsport avec Ruche Modli et Cormac Buchanan, surpris aussi de Buchanan, parce que c'est vrai qu'en Red Bull Rookies Cup, il était quand même pas exceptionnel, même si cette saison en Junior GP, il a été quand même assez correct. Il me semble qu'il termine dans le top 10. Donc ça, c'est quand même à voir. Mais bon, c'est vrai qu'ils avaient David Munoz cette saison, qui jouait les podiums, et l'année prochaine, ils repartent un peu de zéro. Oui. Ouais. Quiles, je trouve que c'est un garçon assez agité, donc on verra ce qu'il donne en Moto 3. Beaucoup de talent, mais un état d'esprit un peu particulier, j'ai trouvé, qui peut lui desservir aussi. Un sacré caractère. On peut dire que ceux qui connaissent pas du tout, c'est le protégé de Marc Marquez, mais c'est un peu le même que Marc Marquez. Je l'aurais plus assimilé à l'état d'esprit de Lorenzo, moi. Ouais. C'est-à-dire après, qu'il se remet pas forcément beaucoup en question. Ouais. Quand il sait qu'il est le plus fort, quoi. Voilà. C'est lui le plus fort, c'est jamais de sa faute. C'est ça. Après, en termes d'agressivité sur la piste, voilà, dans le pilotage. Oui, c'est ça. C'est bon. Cette saison, il a quand même été suspendu en Red Bull Rookies Cup. Non, mais je te rejoins. En termes de pilotage sur la piste, plutôt un Marquez pour l'agressivité. Et en termes de comportement humain, on va dire,
Dans ses interviews et tout, ouais, c'est plutôt de Lorenzo. Bref, il va nous faire rire au moins. Ouais, exactement. Pas sur le reste des signatures, pas forcément de commentaires, ouais, plus que ce qu'on a déjà dit. Donc on peut passer aux nouvelles. En Moto 2, donc sur ce Grand Prix, on a Aldeguer qui va être de retour de blessure après celle qu'il a récoltée en Thaïlande. Hein. Il va donc effectuer son long lap penalty qu'il avait écopé pour avoir percuté. A priori, pas que de son fait, vu qu'il avait un problème de faux neutre sur sa boîte de vitesse, bref. Mais tout ça, quoi. Sa dernière course en Moto 2, parce qu'il passe en MotoGP l'année prochaine. On a une officialisation dans les signatures de Tony Arbolino et de Izan Guevara dans la nouvelle équipe Yamaha Pramac. Barry Baltus, lui, sera chez Fantic l'année prochaine avec Aaron Canet comme coéquipier. Et Ayumu Sasaki chez RW Racing en remplacement de Barry Baltus. Petite question, moi j'ai commenté sur internet suite à l'annonce Pramac et Yamaha du line-up que je trouvais assez faible. Beaucoup de gens n'étaient pas d'accord avec moi en fait. Mais sur le papier, ouais. C'est quand même un très beau line-up. Maintenant, sur la saison qui vient de se passer, c'est vrai qu'on peut se poser des questions. Arbolino, quand même, cette saison, il ne s'est pas du tout adapté. Alors, est-ce que c'est aux pneus, enfin on sait pas trop, mais bon, il a quand même eu énormément de mal à jouer les top 5. Guevara, sa deuxième saison en Moto 2, alors ok, bon, il a fait un podium en fin de saison. En fin de saison, là, il était quand même un peu mieux, mais c'est encore été catastrophique. Hein. Maintenant, au niveau du talent, on sait que Guevara, quand même, il a été champion du monde Moto 3. Quand il était, même avant d'arriver en Moto 3, c'était quand même un très gros espoir. Il est encore jeune. Ouais, sur le papier, ça peut fonctionner. Maintenant, ces deux pilotes, ouais, ça me surprendrait pas que ça continue un peu comme cette saison. Et donc, que ce soit pas une si bonne idée pour Pramac. Bah, je te rejoins. Enfin, pour moi, Tony Arbolino, c'est une déception depuis 2 saisons quand même. Surtout cette saison, pour moi, ok, Bosco Scuro, ils avaient un meilleur châssis, ok, pourquoi pas. Mais pour moi, il devait être la meilleure qu'Alex, sans doute, voire dans les 2 meilleurs, et c'était pas le cas. Je crois qu'il est la 6e meilleure qu'Alex, et il est 10e au général. C'est très très loin de ce que j'attendais de lui. Il est dans un bon team. Pas le meilleur team, on va dire que c'est Ayo, le meilleur team avec qu'Alex, mais vraiment un bon team. Assez décevant. Izan Guevara, bon, 2 saisons compliquées là. Un peu sceptique. Effectivement, moi je jugeais plus sur l'état de forme en disant que c'est faible. Mais après, de toute façon, c'est comme ça. On peut pas... Il n'y avait pas non plus beaucoup après, de. Pour Arbolino, j'ai envie de dire, est-ce qu'il n'a pas loupé le coche MotoGP et maintenant, peut-être un peu à la Aaron Canet, où au final, il fait plusieurs saisons décevantes. Enfin, à chaque début de saison, on le met dans les favoris. Et puis voilà, on sait qu'il va prendre peut-être 3 victoires. Allez, et encore, parce que cette saison, on n'en a pas eu. Et Canet, les années précédentes, c'était ça. Mais plutôt, ouais, tout le temps, à peu près dans le top 5. Il va faire des podiums, il va nous décevoir, il va se blesser. Enfin, voilà, j'espère que pour lui, ça va pas être ça. Bah, c'est un peu ça en fait, t'as raison. Je te rejoins, il peut rentrer dans le schéma comme un Sam Lowe aussi. Hein. Ouais, comme un Lowe, comme un Dixon. Voilà. Ce genre de pilote, un bon pilote Moto 2, toujours présent, mais il lui manquera toujours le petit truc pour aller plus haut. Et après, on parlait de nationalité beaucoup à cause des Espagnols, mais qui sont refoulés parce qu'il y en a trop, on va dire. Bah, les Italiens, c'est pas autant le cas, mais ça l'est quand même un peu, quoi. Donc, il n'a pas sa nationalité pour lui non plus. Ouais, alors après, là, actuellement, c'est vrai qu'on a beaucoup moins d'Italiens qu'il y a quelques saisons, les Italiens qui sont maintenant en MotoGP. Donc, ça peut quand même, pour lui, voilà, il arrivera toujours à retrouver un guidon. Exactement. Alors on peut passer au MotoGP. Donc autre retour de blessure après Aldeguer, on a Oliveira qui fera son retour principalement à mon avis pour se remettre un peu en jambes avant les essais de pré-saison avec son nouveau team et sa nouvelle machine. On a également Michele Pirro donc, qui va remplacer Fabio Di Gianantonio suite à son opération. Yannone n'aura donc eu qu'une seule pige à Sepang.
Et Stéphane Bradl, wildcard, peut-être pour sa dernière course en MotoGP. On imagine que peut-être, effectivement, l'année prochaine, peut-être que ce sera Nakagami et Alexis Espargaro qui auront les honneurs des wildcards pour Honda. Ouais, je pense qu'un Espargaro, il devrait bien avoir 2 ou 3 wildcards dans la saison. Nakagami, bon, comme il sera au Japon, C'est peut-être ça. pas, mais Ah, bon, je pense il que aura la wildcard au Nakagami, Japon. voilà, c'est ça, j'allais dire Nakagami va faire ça à la Motegi. Honda Voilà. au Japon, ils sont obligés de mettre un japonais. Et puis oui, Alexis Espargaro fera les autres en Europe, à mon avis, ou Ouais. ce genre de choses, je suis d'accord. Et puis là, pour Pirot qui remplace Gian Antonio, on peut se demander est-ce que Ducati n'a pas poussé pour mettre Pirot pour ce Grand Prix, comme ça, en fait, pour préparer déjà les essais qui ont eu lieu le mardi après la course. On peut... Ah, mais je crois qu'on Voilà. avait sorti une stat sur le Discord. Donc depuis 2013, je crois que c'est là où il a arrêté sa saison en MotoGP. Ouais. Ou c'était 2012 ou 2013, mais 2012, bref, je crois, ouais. Ouais, 2012. Donc à partir de 2013, il était pilote test pour Ducati. Donc ça fait 11 ans que Michele Pirot fait au moins une course en MotoGP en tant que wildcard ou remplacement. Je crois qu'en fait, c'est le plus vieux pilote qui roule encore depuis l'époque sur la grille. Hein. Ah bah oui. Bah, il y avait Espargaro qui a commencé en 2010 en MotoGP. Mais oui, après, oui, c'est sûr que c'était lui. Ouais. On va pouvoir passer aux courses. On rappelle qu'il y avait, donc normalement, c'était le Grand Prix de Valence qui était prévu pour clôturer la saison, comme tous les ans. Il y a eu des inondations dévastatrices et meurtrières dans la région. Donc, faut féliciter quand même la Dorna et les organisateurs d'avoir pu monter un Grand Prix de remplacement sur les mêmes dates très rapidement à Barcelone, juste derrière, donc le Grand Prix de solidarité de Barcelone, avec plusieurs, notamment des pilotes qui ont également fait des dons pour pouvoir ensuite venir en aide aux sinistrés. En Moto 3, on a les qualifs sortent de la Q1 Suzuki, Bertel et Furusato Yamanaka, beaucoup de japonais. Et en Q2, on a une pole d'Alonso, suivie sur la première ligne par Wehrer et Ortola, et en deuxième ligne, Picaras, Olgado, Lunetta. Le résumé de course, je vais faire très très bref parce qu'on a vu beaucoup de fois le même type de course de la part d'Alonso cette année. Donc on a Alonso qui part en tête. Il va boucler 2 tours devant histoire de montrer qui est le patron. Il va se laisser absorber dans le ventre mou. On va dire il va aussi entre la 6e et la 9e position de mémoire. À 9 tours de la fin, il va entamer sa remontée. À 5 tours, il est top 3. Et puis victoire au bout sur le fil tout de même cette fois-ci à la lutte avec Olgado. Donc Olgado 2, Piqueras, le rookie. Beau podium. Rueda finit 4, Yamanaka 5. Munoz très très agressif, j'ai trouvé sur cette course. Finit 6. J'ai envie de dire que c'était une classique Alonso 2024. Hein. Ouais, bah comme très souvent cette saison, comme tu le dis, il va pas mener toute la course, mais il est toujours dans le groupe, à peu près 5e, 6e, il regarde. Et quand il faut passer à l'attaque, il passe à l'attaque, et puis allez. Merci, au revoir. Et alors, il fait encore une fois une belle course. Je trouve quand même qu'il a de la chance parce qu'il est toujours à la merci d'une dinguerie d'un de ses concurrents. Mais toute la saison, personne ne le fait chuter alors que c'était arrivé à d'autres années où il y avait des gens peut-être un peu plus fous autour de lui, autour d'eux en tout cas. Mais là, ouais, il n'y a pas d'Aaron Binter ou de... c'était qui l'autre qui faisait n'importe quoi? Ça m'échappe. Mais bref, ouais. En tout cas, il n'a pas eu de malheur, on va dire, et ça Pourtant, Munoz était là, mais... Ouais. Mais non, après, en fait, on pourrait dire Alonso, il est chanceux. Mais comme des fois des pilotes, notamment en Moto 3, bah, c'était les 2 dernières saisons avec Honshu, Masia, qui étaient souvent par terre. Et on disait, oh, ils ont pas de chance. Mais en fait, c'est tout bête. Mais oui, on va dire la chance se provoque, tout ça. Mais c'est pas pour rien, quoi. Pourquoi Alonso, il a eu aucun accrochage alors que ils sont 6, 7, 8 dans le dernier tour à se battre ensemble. Donc il arrive toujours à bien se placer, il arrive, ouais. Non, c'était impressionnant sa saison. Exactement. Donc on savait qu'Alonso était titré de mémoire depuis
L'Australie? Japon. Japon, ouais, j'ai hésité. J'ai hésité. Donc, 421 points, il finit la saison. Je crois que c'est un record absolu, hein, Ouais, alors je sais pas, mais oui, je pense, ouais. dans la catégorie. 14 victoires, avec au total de mémoire, il fait 7 victoires d'affilée sur cette fin de saison. Ouais. Ça, c'est impressionnant. Il a ouvert sa saison par une victoire, il la termine par une victoire, et donc au total, 15 podiums et 7 pôles. Donc 3 courses sur 4 sur le podium, donc quasiment que des victoires. Et... Ouais, ce qui est fou, c'est ça, c'est 15 podiums, mais 14 victoires. Mm. Parce qu'on a des pilotes, des fois, ils vont terminer 2e, 3e, et on va dire, le mec, il a fait une super saison, il est toujours sur le podium, mais lui, en fait, il est toujours sur la première marche. C'est ça, en fait, qui est complètement dingue. Et on l'avait jamais vu auparavant en Moto 3, un pilote comme ça. Enfin, là, ouais, il a marqué l'histoire. Ouais. On peut le dire comme ça, il a marqué l'histoire. On parlait beaucoup des saisons dominatrices, par exemple d'un Mir ou même d'un Darren Binder, il me semble, ou d'un Dan Kent. Brad. Ouais. Oui, j'ai dit Darren, n'importe quoi. Ça sera pas coupé au montage. Ça sera pas coupé au montage. Oui, d'un Brad ou d'un Danny Kent. Mais là, on est au-dessus. Hein. On est au-dessus. Ouais, mais en fait, voilà, comme tu dis, du début de la saison jusqu'à la fin, et notamment les 7 victoires pour terminer la saison. En plus, quand le championnat était terminé, il restait, donc après le Japon, il restait encore 4 courses. On pourrait dire dans ces moments-là, et notamment ça arrivait souvent à Marc Marquez à des périodes quand on était champion assez tôt. Ensuite, une décompression, enfin ce qui est logique. Donc peut-être il va faire plus d'erreurs ou ouais, c'est pas pareil. Et ben non, lui il continue à gagner. Ouais. Et c'est d'autant plus impressionnant, il me semble qu'on en avait déjà discuté, qu'il est dans un bon team à Spa, hein, CF Moto, mais c'est pas le top team que peut être Léopard ou Ayo. Et c'est ça qui est assez étonnant. Ouais, alors après, Aspar aussi, depuis quelques saisons, Aspar est quand même bien revenu aux avant-postes en Moto 3. Ils ont souvent des pilotes, des jeunes pilotes, et ils avaient eu comme une période où ça avait été un peu plus difficile pour eux, mais maintenant, pour moi, c'est vraiment l'équipe numéro 1. Enfin, ils font toujours un bon choix de pilote. Mm. Et c'est pour ça, tout à l'heure, je parlais de Foggia, où ça me surprenait un peu, parce que c'est vrai que ces dernières saisons, ils avaient pas mal de jeunes, et à chaque fois, c'était quand même des bons pilotes. On a eu Sergio Garcia, Alonso, le dernier qui était rookie, il avait fait quand même déjà une très bonne saison. Cette saison, pareil, Joël Esteban, rookie. Alors bon, c'était moyen, on va dire, mais c'était quand même plus que correct pour un rookie. Donc, non, après, Aspar, bon, ils sont connus, hein, ils font toujours quand même des bons choix de pilotes. Exactement. Donc à noter qu'au général, Olgado finit 2e au classement. Bravo pour Tech 3. C'est un pilote que j'apprécie. Colin Verrer, 3e. Et ensuite, on a Ortola, Munoz, Adrian Fernandez, 6e. Rueda, 7e. Piqueras, le rookie, 8e. On peut noter donc que Piqueras finit rookie de l'année. Il a fait une belle saison. Encore un podium, justement, sur cette course. Alors que souvent, c'était Adrian Fernandez, son coéquipier, qui était en tête de la course. C'est bien Piqueras qui est sur le podium au final. Ouais, Piqueras, 4 podiums cette saison. Il avait commencé dès le 3e Grand Prix à Austin sur le podium. Il enchaîne à Misano avec une victoire, un podium, lors des 2 courses. Et là, il termine encore par un podium. Alors, il a eu pas mal d'abandons malgré tout. Mais pour un rookie, et pour moi, c'est pas grave. Il a fait des erreurs, ok, il a appris. Il est toujours jeune. Et l'année prochaine, pour moi, il visera le titre. Et du coup, le dernier point, je sais pas si tu as vu la même course que moi, mais Munoz, je l'avais trouvé quand même assez agressif sur cette course. Je sais pas ce qu'il avait. Oui, alors un peu comme toujours avec Munoz, surtout à Barcelone. C'est un circuit, à chaque fois, en fait, il est très rapide sur ce circuit. Je me rappelle quand il était arrivé il y a 2 saisons, c'était sa première ou sa 2e course. Il me semble qu'il a... Alors, je sais plus s'il avait pas fait podium, je crois qu'il avait fait podium. C'était un peu... Ouais, je m'étais demandé vraiment d'où il débarquait, enfin voilà. Et ouais, bon, après, c'est Munoz, on l'a vu cette saison plusieurs fois. Faudrait compter le nombre de longues laps qu'il a eu cette saison. Mais oui, après, c'est quand même pour moi aussi son problème. Il fait beaucoup trop d'erreurs, enfin, il est trop agressif certaines fois. Il n'a pas été sanctionné là cette fois sur cette course. Non, hein. non, non, Ouais. non, cette fois-là, non. Ok.
Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cette Non, je pense qu'on a fait le tour. Eh ben c'est parti, je te laisse la main pour le Moto 2. Ouais, alors en Moto 2, bon, c'est un peu comme le Moto 3, hein, c'était pas vraiment le GP le plus attendu de l'année parce que le titre était déjà joué. Alors on avait 2 interrogations avant cette course, savoir qui allait terminer 3e du championnat. Donc ça jouait entre Manuel Gonzalez, Sergio Garcia, Alonso Lopez, Fermin Aldeguer. Et puis il y avait aussi le titre de Rookie of the Year qui était en jeu avec Senna, Adjus et Diogo Moreira. Les 2 pilotes n'ont qu'un seul point d'écart avant cette course. Alors on a aussi Denis Zonchou qui peut remporter ce titre, mais bon, il faudrait qu'il gagne la course et que les 2 autres ne marquent pas de points, pour faire simple. Donc en qualif, on se retrouve avec Alonso Lopez qui passe meilleur temps de la Q1, devant Ajus, Arenas et Masia. Il faut signaler quand même Jaume Masia qui passe en Q2. Alors c'est pas la première fois de la saison, mais bon, c'était quand même très très rare. Lui qui était toujours à peu près 25e, bon bah là au moins il a pu faire 18e. En Q2, donc la pole est réalisée par Canet devant Gonzalez et Vandengourberg. Pour la course, dès le départ, on se retrouve avec un Jack Dixon. Il termine sa saison comme il l'avait commencé dans les graviers, tout comme Jorge Navarro. Les 2 pilotes s'accrochent. On a Aaron Canet qui était en pole et qui se rate complètement. Il se retrouve 11e au premier tour. On a Vietti Vandengourberg qui eux aussi s'accrochent rapidement et ils abandonnent tous les 2. Devant, donc, on a Gonzalez, Philippe Salach, Ayogura qui sont les 3 leaders. Aaron Canet lui a profité des abandons devant de Vietti Vandengourberg pour remonter petit à petit. Et puis, il arrive rapidement à prendre la tête. Voilà. Ensuite, on se retrouve avec Canet qui est vraiment le plus rapide, le plus fort. Donc, il s'envole vers la victoire. Ogura, Gonzalez se battent pour la 2e place. À noter en 4e position Diogo Moreira, alors que Senna Ajus était derrière lui au tout début de la course. Donc pour le titre de Rookie of the Year, c'était vraiment super intéressant à suivre. Sauf que Ajus, bon, il a commencé un peu à rétrograder. Moreira lui est resté 4e. Ça, c'était vraiment une bonne course de sa part. Fermin Aldeguer, bon, de son côté, comme trop souvent, cette saison, il fait un long lap penalty. Alors contrairement à la première fois au thème de Barcelone, cette fois, il n'a pas chuté dans le long lap. Donc déjà, il progresse, c'est bien. Voilà. Et ensuite, les 3 derniers tours sont quand même très sympas parce qu'on se retrouve avec Canet devant Gonzalez et Ogura Moreira qui eux jouent la 3e place. Et on croit même à un moment que Ogura peut jouer la victoire. Oui. Mais bon, dans le dernier tour, Ogura peut rien faire face à Moreira. Donc victoire de Canet devant Manuel Gonzalez, Diogo Moreira, premier podium en Moto 2. Au classement du championnat, donc on se retrouve avec Ayogura, donc qui était champion. 2e finalement c'est Aaron Canet, 234 points, donc il a 40 points d'Ogura. Le 3e c'est Manuel Gonzalez, 4e Sergio Garcia, 5e Aldeguer et 6e Alonso Lopez. Donc Sergio Garcia encore une fois qui fait une course anonyme, j'ai envie de dire. Donc c'est dommage pour lui. Donc ensuite qu'est-ce qu'on peut dire? Aaron Canet, nouvelle victoire, c'est 4e de la saison. C'est quand même le pilote qui a le plus gagné cette saison alors qu'il n'avait pas une seule victoire jusqu'à présent en Moto 2. Donc, qu'est-ce que tu as pensé toi de sa course? Belle course de Canet, il part pas de loin, il rate son départ alors qu'il avait la pole, il se laisse pas décourager, il remonte petit à petit. À la fin, les 2 derniers tours, c'est la bagarre avec Manuel Gonzalez, j'ai cru qu'ils allaient se foutre au tas tous les 2. Mais Canet a rien lâché, il allait chercher cette victoire sur le fil. Tu dis qu'il est le pilote qui a le plus gagné cette saison, je te crois. Ouais, ça me fait penser à un autre pilote qui a le plus gagné cette saison et qui n'est pas champion non plus. Mais Ogura mérite son titre et d'ailleurs Ogura aussi fait une belle course. Non, Canet vraiment impressionnant. Encore une fois, hâte de voir ce qu'il fait l'année prochaine du coup, vraiment. L'année prochaine pour moi il sera vraiment le favori pour le titre. Ouais. Parce que en fait pour moi il lui manquait peut-être aussi cette première victoire. S'il avait 12 ou 15 podiums, je crois, avant de gagner sa première victoire en Moto 2. Et c'est vrai que maintenant, c'est celui qui, pour moi, est déjà le plus expérimenté. Il a tout pour remporter le titre. Après, on verra le niveau de la machine et de son team, mais oui, je suis d'accord avec toi. Sur le papier, en tout cas, c'est l'un des favoris l'année prochaine. Ouais. Moreira, tu as dit premier podium en Moto 2 et premier podium pour un Brésilien en catégorie intermédiaire depuis 50 ans.
C'est Ouais, quoi cette ouais, stat? ouais. C'était qui Ah il y bah a alors là, 50 ans? le nom, là, je l'ai oublié, mais en fait, ils ont affiché ça juste quand il a fait son Euh, podium à l'arrivée. Alors, je crois que c'est même pas 50 ans, c'est peut-être un peu moins, c'est 47, 48 ans, mais pour dire quand même que c'est un truc assez fou, parce que c'est vrai qu'on a eu ouais, en MotoGP, on a eu 500 en MotoGP Barros, oui, j'allais dire. et c'est là ouais où on a eu personne en fait en catégorie intermédiaire. On a eu Mm. il y a quelques années un Eric Granado qui était arrivé, mais bon, il a jamais rien fait. Donc bah, Il a pas rien fait en moto, en tout cas. oui, en Moto 2, ouais. Non, je dis en Moto 2. Mm. Mais c'est vrai que c'est bien pour Moreira, parce qu'en plus il fait quand même une bonne saison. Il a eu du mal en début de saison, et sur la deuxième partie de saison, il a quand même bien progressé. Et bah finir par un podium, c'est quand même super pour lui. On est d'accord. Et pareil, hein, aller se battre pour ce podium. Je crois qu'il double Gora à l'avant-dernier virage. Ouais. Et pareil, il va gagner sur le fil après. Non, c'était vraiment osé de sa part et mérité cette place. Cette place, je suis en train de regarder, il est combien au classement? 13e. Ouais, il est Ouais, ouais, assez ouais. loin. Il est assez loin, mais enfin tous les pilotes, enfin rookies en Moto 2 sont quand même loin. Et Mm. c'est vrai que lui, sous la deuxième partie de saison, c'est quasiment que des top 10. Depuis Misano, alors il a raté 2 courses où il était blessé, mais c'est 8e, 5e, 10e et 3e. Ouais. C'est quand même Ouais, je non, regardais. ouais, il fait Il- vraiment une bonne saison. Donc, il finit rookie de l'année Ouais. et il a fait 11 DNF, 11 abandons. C'est quand même beaucoup. Par exemple, Senna Just a été plus régulier dans les points et moins d'abandons, mais moins de coups d'éclat, on va dire. Donc bravo pour lui à suivre. Une saison assez ouverte avec beaucoup de contre-performances, effectivement. Déjà, la part des Calex, hein, on va dire ça comme ça. Les favoris pas au rendez-vous, que ce soit le Team Mayo avec Vietti et Anchou, que ce soit Dixon, Roberts qui s'est quand même assez expérimenté dans la catégorie, Sergio Garcia qui a tout explosé au début puis qui a disparu. Et en fait, c'est Ogura qui gagne à la régularité. Hein. Mais c'est ça. En fait, Ogura, il a 3 victoires. Il a 5 autres podiums, donc 8 podiums sur 20 courses. En fait, Ogura, il a fait encore 19 courses, il était absent en Autriche. Mais moi, il était régulier, toujours à peu près dans le top 5. Il marquait des bons points. Là où, comme tu le dis, hein, Sergio Garcia a tout cassé au début, puis ensuite, il a complètement explosé. Depuis l'Autriche, il arrive quasiment plus à terminer dans le top 10. Là, il termine par une 6e place, qui est quand même bien sur cette dernière course. En plus, il fait le meilleur tour en course. Mais sinon, non, c'était vraiment inconstant. Pareil, comme tu dis, avec un Vietti, il a raté 3 courses. Un Dixon qui rate les 2 premières courses de la saison. Dixon ne marque quand même pas de points lors des 5 premières courses. Un Joe Roberts qui rate 5 courses cette saison. Donc on a quand même eu pas mal de blessés, un Aldeguer, on l'a assez dit, le nombre d'abandons, d'erreurs, enfin tout ça. Ouais, au final, un qui a été aussi pas trop mal, c'est Gonzalez qui termine 3e, qui a quand même été assez régulier. Mais sinon, ouais, c'est vrai que on a eu quand même, j'ai pas le nombre de pilotes qui sont montés sur le podium cette saison, mais je pense qu'on en a pas loin d'une dizaine, hein, 10 ou 12, donc non, c'est assez, vraiment, c'était très ouvert. Oui, d'accord. Je pense qu'on a fait le tour de cette course Moto 2. Je te laisse encore la main pour le MotoGP. Ouais, donc le MotoGP, bon, on va pas se le cacher, hein, c'était surtout cette course-là qu'on attendait dès le samedi, pour le dimanche. Que pour rappel, avant ce Grand Prix, donc on a Jorge Martin qui mène le championnat, 24 points d'avance sur Bagnaia. Pour faire simple, si Martin termine devant Bagnaia en course sprint, le titre est pour lui dès le samedi. En Q1, on se retrouve avec Morbidelli qui fait le meilleur chrono devant Quartararo, les deux pilotes passent en Q2. Joan Mir a failli faire douter le Français, comme quoi tout arrive cette saison. Non, c'est vrai que Mir était quand même pas passé loin de passer en Q2, ce qui aurait quand même été assez bien pour lui. Mais bon, tant mieux pour les Français, pour Quartararo qui passe en Q2. À noter les 4e, catastrophiques, Miller 19e sur la grille et Binder 18e. Enfin, on se demande un peu ce qu'ils ont fait. En Q2, donc on a un très très gros tour de Bagnaia, comme souvent cette saison. Donc il va chercher la pole devant Aleix Espargaro et Marc Marquez. Et Jorge Martin termine lui 4e. Donc on a vraiment
une super grille pour ce titre. Mm. Pour la course sprint, donc avant le départ, bon, on se dit que tout peut arriver dès le premier virage, notamment avec un Marc Marquez ou un Aleix Espargaro qui pourrait faire la boulette que tout le monde attend. Tout le monde se dit ils peuvent le faire. Et c'est ce qui a failli arriver avec quand même Marquez qui passe très très proche de la roue arrière de Bagnaia au premier virage de cette course sprint. Bagnaia lui prend très vite la tête, on le reverra plus. Il fait ce qu'il sait mieux le faire en fait, c'est-à-dire faire un très bon départ, creuser un petit écart, et puis derrière aligner les tours chrono et puis aller s'imposer. Martin lui de son côté prend vite la deuxième place à Bastianini, et même s'il est pas loin de Bagnaia, c'est quand même une très bonne opération qui s'annonce pour Martin, parce que donc il ne perdrait que 3 points par rapport à Bagnaia. Donc lui aussi, on dit que Bagnaia il fait ce qu'il doit faire, mais Martin, pareil, il doit pas faire d'erreur, il doit pas être en paquet ou entouré d'autres pilotes pour risquer un problème comme un accrochage, et donc rapidement il arrive à se mettre à l'abri. Mais bon, derrière il a Bastianini qui lui aussi il veut faire sa course, peu importe Bagnaia, Martin, je pense qu'il n'a pas de favori. Donc lui, il laisse pas d'avantage à Martin. Donc derrière, les derniers tours de cette course sont quand même assez monotones. Alors quand on dit monotone, c'est dans le terme MotoGP, parce que tous les pilotes sont à 1 seconde et demie les uns des autres. Bagnaia, lui, est tout seul devant. Martin, lui, se fait doubler par Bastianini à 2 tours de la fin. On se retrouve donc avec une victoire de Bagnaia qui compte dorénavant 19 points de retard sur Martin. Et pour être titré, Martin doit terminer au pire 9e si Bagnaia s'impose. Et pour Bagnaia, peu de choix possibles, soit une victoire, et Martin 9e ou plus loin, soit 2e, et Martin pas mieux que la 15e place. Donc avant la course du dimanche, on se doute quand même que ça va être très très difficile pour Bagnaia. Donc pour la course, le hot shot, là encore, il est réalisé par Pecco, devant Martin et Marc Marquez. Donc comme la veille, Bagnaia il fait ce qu'il faut d'entrée, il prend les commandes, il ne les lâchera plus jusqu'en fin de course. Bagnaia il fait un choix risqué quand même en début, pour cette course, parce qu'il prend un pneu arrière tendre, alors que Martin lui joue plus la sécurité avec un pneu médium. Donc c'est en fait un choix complètement logique de la part des deux pilotes. Il y en a un qui doit prendre des risques et l'autre qui ne doit pas en prendre. Oui. Donc c'est un peu ce qu'on pouvait s'attendre. Malgré ses 19 points d'avance, Martin il est quand même pas serein, parce que juste derrière lui il a Marc Marquez, et contrairement à la veille où Marquez était loin, là rapidement il se retrouve devant Martin. Aleix Espargaro, lui, pour sa dernière course en MotoGP, se retrouve 4e devant Enea Bastianini et Alex Marquez. Et on se doute que le pilote Aprilia ne tentera pas le jab face à son ami Martin, et qu'il est même le meilleur allié à Martin, qui va lui succéder chez Aprilia l'an prochain. Pour preuve, Alex Marquez il mettra très longtemps pour réussir à doubler Espargaro, et Alex il n'aura pas le temps derrière de remonter sur Martin. Donc devant on a Bagnaia qui est sous pression de Marc Marquez, mais ne fera aucune erreur pour s'imposer pour la 11e fois de la saison, et Jorge Martin 3e sur la fin, et donc Martin champion du monde avec 10 points d'avance sur Pecco. Exactement, merci. On va commencer par le champion du monde du coup, Jorge Martin. Belle gestion de week-end, tu l'as noté. Je pense que il fait ce qu'il doit faire, assuré et pour être titré. C'est ça. En fait, parce que on parlait de 24 points d'avance avant la course sprint, 19 points d'avance, mais en fait, une chute c'est mort quoi. Parce que Bagnaia allait gagner. Donc c'était quand même pas facile pour lui. Le début des courses, on sait notamment à Barcelone, tu peux avoir régulièrement, on a quand même des accrochages au premier virage. C'était chaud quand même pour lui au début, mais rapidement il a réussi quand même à faire un peu des petits écarts et justement à ne pas se retrouver au milieu à un moment là en course sprint. Il se retrouve avec Bastianini, avec Morbidelli, avec Aleix, avec Alex Marquez je crois. Enfin il peut se passer un peu un truc, un accrochage d'un pilote qui chute, comme on le voit quand même souvent justement en Catalogne, soit au premier virage, soit avant de rentrer dans le stadium, où là on peut avoir des dépassements. Et donc Martin, non, il fait vraiment la course parfaite, et puis il est champion du monde. Hein. Et après, est-ce que c'est, au vu de sa saison, on peut dire que c'est mérité? Bien sûr, de toute façon, champion du monde, je ne dirais jamais que ce n'est pas mérité. Même pour Joan Mir.
Même pour Joan Mir, il a eu Voilà. son titre, c'est légitime, et si vous regardez bien sa saison, ça s'explique. C'est pas forcément les plus flamboyants qui sont titrés. Rory Martin a quand même été flamboyant à plusieurs reprises cette saison. Que ce soit à une vitesse incroyable, même si Bagnaia était un peu au-dessus sur les courses du dimanche. Voilà, là il fait une belle course, il fait un bon week-end. Alors il reçoit un petit peu de soutien à droite à gauche, mais c'est pas notable. Ouais, franchement, c'est rien. Parce que c'est vrai, je disais tout à l'heure Alex Espargaro qui défendait bien. Honnêtement, Espargaro, il fait quand même sa course. Hein. Oui. Oui, il défend face à Alex Marquez, mais bon, lui, il jouait sa 4e place aussi. Hein. Il n'était pas là, il allait pas laisser passer un adversaire. On est d'accord. J'ai un peu tiqué quand même sur sa gestion du week-end avec Espargaro, dans le sens où il emmène Martin dans sa roue pour la qualif. Ensuite, entre guillemets, il bloque Bestia pendant le Grand Prix, et ensuite Alex Marquez, il le bloque suffisamment pour lui faire perdre beaucoup de temps. Là où je tique, c'est pas qu'il fasse sa course et sa qualif, parce qu'en fait il a été bon, hein, encore une fois, et à ce niveau-là tu peux pas trop t'amuser à ça. Il a pas pris énormément de risques en faisant ça. C'est juste, ce qui m'a embêté, c'est pourquoi il a pas fait ça toute la saison. S'il a cette vitesse-là, Espargaro, pourquoi il se bat pas pour son team comme ça tous les week-ends, et qu'il attend d'avoir l'extra motivation d'aider son copain Martin pour faire ce genre de performance. C'est un peu ça qui m'a agacé. Après, c'est Aprilia aussi. On sait que déjà Espargaro sur ce circuit avec l'Aprilia depuis 3-4 saisons, il est quand même toujours très rapide. Oui. Il est toujours, il joue la victoire à chaque fois. Il a gagné, il me semble qu'il a gagné la sprint cette saison. Maintenant, pourquoi il n'a pas fait ça toute la saison? Ouais, je pense que c'est l'Aprilia aussi. On a vu avec Vignales qui lui n'était pas là, n'était pas trop là ce week-end. Je comprends. Donc Martin, tu l'as noté, premier pilote indépendant champion du monde depuis Rossi en 2001, premier pilote champion du monde indépendant en MotoGP tout court. C'est historique. Ouais, et sans doute pour longtemps, vu la grille actuelle, ce sera probablement pas l'année prochaine, même si on n'est pas à l'abri de surprise. Donc juste un petit mot sur Ducati, et la gestion du cas de Pramac et la gestion du cas de Martin. Ils ont joué fair play quand même. Ah bah oui, parce que bon, Pramac, Martin annonce son départ, c'est au mois de juin. Pramac aussi. Ducati aurait très bien pu, alors sans dire saboter la moto, mais bon, voilà, s'ils veulent, je pense, après je suis pas ingénieur, je pense qu'ils auraient pu privilégier Bagnaia à Bastianini, et ils ne l'ont pas fait, et ça quand même faut le noter. Oui, on est d'accord. Exactement pareil que toi. Je pense qu'il pourrait éventuellement ne pas donner certaines évolutions demandées, ou jouer à mauvaise foi en disant on n'a plus de pièces comme ça, vous récupérez une vieille pièce toute usée. Enfin, j'en sais rien s'il y a quelque chose qui est cassé sur la moto. Mais je te rejoins. Ils ont a priori joué le jeu. Il me semble que Martin l'a souligné aussi. Donc ça fait plaisir à voir. Ouais, parce que là, faut quand même reconnaître Ducati, ils sont un peu les dindons de la farce. L'équipe qui est championne du monde team quitte Ducati, et le pilote quitte Ducati aussi. Alors qu'ils auraient très bien pu privilégier l'équipe officielle. Alors, l'équipe qui remporte le titre champion du monde pilote avec son pilote, c'est Pramac, mais l'équipe championne du monde d'équipe, c'est bien Ducati. C'est l'équipe indépendante. Oui, mais ils l'ont été l'année dernière, par contre, avec Zarco et Martin. Ouais. Exactement. On peut pas revenir peut-être à monsieur Pecco Bagnaia. 11 victoires, 17 podiums, et pas champion. Ouais, non, mais ça aussi, c'est assez fou. On parlait tout à l'heure en Moto 3 d'Alonso qui a fait une saison de dingue, mais en fait, là, c'est pareil. 11 victoires en 20 courses cette saison. Alors oui, en MotoGP, on a déjà vu plus très souvent, que ça soit avec notamment Marc Marquez ou Valentino Rossi. Mais 11 victoires en 20 courses dans une catégorie qui est quand même très disputée depuis quelques saisons. On a quand même de nombreux pilotes qui peuvent gagner. Cette saison, non, en fait, on a très peu de pilotes qui ont gagné. Mais Bagnaia, en fait, 17 podiums en 20 courses et il est pas champion.
Donc en fait, on va dire oui, Bagnaia il chute. Ouais, mais en fait, en course du dimanche, il a 2 abandons. Et une fois où il termine 5e à Austin. En fait, voilà, là c'est vrai que en fait, c'est vraiment les courses sprint qui ont fait que Martin est champion. Même si, bien entendu, les courses sprint, bon, bah, elles comptent comme les courses du dimanche, on va dire. Alors, moins parce qu'il y a moins de points distribués, mais au championnat, ça compte pareil. Mais c'est vrai que, bah, il y a 2 ans en arrière, Bagnaia aurait été champion sans problème. Exactement. Week-end parfait, hein, par contre, pour Bagnaia, Paul. Victoire sprint, victoire en Grand Prix. C'est ce qu'il devait faire pour avoir encore un infime espoir d'être titré. 37 points à la fin du week-end de prix. Il le fait 5 fois cette saison, hein, c'est le truc. Donc il faut à Mugello et puis aux Pays-Bas, forcément à Seine, c'est sa piste préférée. En Autriche, au Japon et donc le Grand Prix de solidarité de Barcelone. Il repart avec 37 points. C'est quand même exceptionnel, là. Ah oui, non, mais ce qu'il a fait là encore, parce que comme on disait, même, on parlait tout à l'heure de Martin qui était sous pression. Alors lui, on va dire, oui, il avait plus rien à perdre, mais malgré tout, il fait la pole et il mène tous les tours des 2 courses. Donc lui, pareil, on va nous dire, Pecco il craque sous la pression. Ouais, enfin, quand tu gagnes 11 courses dans la saison, ouais, il est quand même très fort. Oui, après il est peut-être un peu de mauvaise foi, mais la plupart du temps il explique ses chutes quand c'est pas un accrochage avec un autre pilote qui chute tout seul, on va dire. Il les explique parce que c'est soi-disant un tour où il a un peu levé le pied. Alors c'est un film, hein, c'est des trucs de pilote, hein. Lever le pied c'est perdre 0,2 secondes au tour, mais à chaque fois il les explique comme ça. En gros c'est qu'il était moins rapide et que souvent il perd l'avant à cause de ça. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Difficile à dire, mais en tout cas, je pense qu'il va apprendre de ça, et puis on verra ce qu'il fait l'année prochaine. Mais en tout cas, il a fait ce qu'il devait sur ce week-end. Il a rien à se reprocher. Je pense que les erreurs ont été commises plus tôt dans la saison. En fait, pour moi, les 2 erreurs principales cette saison pour Bagnaia, c'est 2 abandons. C'est au Portugal, l'accrochage avec Marc Marquez dans le dernier tour. C'était quoi, pour une 6e place, je crois, 5e, 6e place. Pourquoi avoir voulu forcer comme ça dans le dernier tour pour passer, enfin, est-ce qu'il fallait prendre ce risque-là? Et pareil à Aragon avec Alex Marquez, où il a voulu le doubler par l'extérieur. Est-ce que c'était pas un risque de vouloir le doubler comme ça par l'extérieur? Enfin, un endroit qui était quand même un peu limite, même si Alex Marquez est quand même aussi plus que limite. Enfin, c'est un coup de pas de chance, mais c'était quand même risqué, quoi. Ces 2 abandons-là, en fait, ils font très mal. Ouais. Là où Martin, sur ces 2 abandons, en fait, je suis tout seul. Ouais, non, je te rejoins. C'est quelque chose qu'il faut qu'il travaille. Effectivement, ne pas se jeter comme ça pour peut-être sur des ouvertures et essayer de prendre quelque chose à un endroit où on peut doubler en toute sérénité. Je pense qu'il a compris la leçon. Enfin, j'espère pour lui en tout cas. On a noté que c'était la dernière course en tant que pilote titulaire d'Aleix Espargaro et de Takaki Nakagami. Ouais, Espargaro qui était le pilote le plus vieux cette saison, hein, sur la grille, 35 ans, donc l'année prochaine ça sera Zarco qui sera le plus âgé. Espargaro qui a quand même une excellente carrière en MotoGP. Honnêtement, ceux qui l'ont vu débuter, c'était un pilote 125 quelconque, en 2,5 c'était un pilote quelconque. Il s'est retrouvé un peu par hasard en MotoGP, à l'époque c'était chez Pramac justement, en remplacement. Et puis ensuite, en fait, il a réussi à faire sa place en MotoGP, que ce soit tout d'abord dans la catégorie CRT chez Aspar, ensuite chez Suzuki, chez Aprilia. Lui, c'est vraiment le pilote qui, par rapport à son talent, il pouvait pas faire mieux. Il a maximisé vraiment tout ce qu'il pouvait faire, il l'a fait. Et tant mieux pour lui, il a gagné la saison dernière ou il y a 2 ans, je sais plus, sa première course en Argentine. Mais ouais, c'est 12 saisons en MotoGP. Non, vraiment, même plus, je crois, 14 saisons, je crois. Non, vraiment, belle carrière quand même si, bon, souvent, on pouvait se plaindre de lui parce que, bon, il était toujours en train de tout critiquer, ça allait jamais, tout ça, mais bon, c'est quand même un pilote qui fait une belle carrière.
On est d'accord. Et donc, sur son dernier Grand Prix en tant que pilote titulaire, il fait 4 sprints et 5 sur la course longue. À noter que Nakagami, lui, sur sa dernière course, fait 17e en sprint et 17e en course longue. Et le dernier qu'on n'a pas cité, où c'était sans doute la dernière course, c'est Augusto Fernandez qui fait 19e en course longue et qui fait 20e en course sprint. Quand même, saison compliquée pour Augusto Fernandez et Nakagami, mais on y reviendra peut-être dans un débrief plus complet sur... Fernandez, c'était catastrophique dès les essais de pré-saison en février. Et Nakagami, malheureusement, j'ai envie de dire, lui aussi, il pouvait pas espérer beaucoup mieux entre la Honda, qui était quand même pas au niveau, et puis lui, je vais pas dire qu'il est pas au niveau, mais il est en dessous de la majorité des pilotes. Et on sait très bien qu'il était là depuis 2-3 saisons, il continuait par sa nationalité. Je te rejoins. Dernier point peut-être. Ouais, on peut le noter. Fabio Gianantonio, malgré son absence sur les 2 dernières courses, termine devant Marco Bezzecchi au championnat. Bezzecchi qui a pas saisi sa chance autant qu'il l'aurait pu sur ses dernières courses. Toujours un peu dans le ventre mou, 8e en sprint et 9e en course longue. Il termine dernière Ducati surtout et au général et c'est assez incompréhensible sa saison, sachant qu'il termine 3e du championnat l'année dernière. C'est ça en fait qui fait mal, comme tu dis, c'est le dernier Ducati. Di Giannantonio qui est absent les 2 dernières courses, qui termine devant lui. Enfin, c'est comme une saison à oublier pour Bezzecchi. On espère qu'il se ressaisira l'année prochaine en tant qu'officiel Aprilia. Un dernier débat sur la course sprint que j'avais noté, ça a été assez critiqué. Bastianini, assez agressif sur Martin en sprint dans les derniers tours pour la bataille pour le podium et la 2e place, si je dis pas de bêtises. Certains ont dit que c'était trop ou qu'il faisait le jeu de Bagnaia. Moi, mon avis, je le partage. Je pense que Bastianini joue sa 3e place au championnat qu'il n'a finalement pas eu. Mais clairement, il a que ça en tête. Si ça va être son coéquipier et Ducati, tant mieux, je pense, dans son esprit. Mais il n'est pas là en train de se dire c'est Martin devant moi, il faut que je double parce que c'est Martin et j'ai Pecco. Je pense qu'il pense d'abord à lui. Je sais pas ce mais pour moi, il fait sa course. Il fait sa course et puis j'ai envie de dire, si Martin est assez bête pour tenter de se battre vraiment avec lui, tant pis pour lui. Là, t'es Martin, tu prends pas un risque quand t'as un mec qui va tenter à faire un gros dépassement sur toi, tout ça. Comme on disait tout à l'heure, Martin, il avait vraiment de l'avance. C'est pas comme s'il avait 2 ou 3 points d'avance sur Bagnaia et où il était obligé vraiment de marquer des gros points. Là, non, Bastianini, il a fait ce qu'il a fait. On est d'accord. Quartararo 10e en sprint, Zarco 11e et au Grand Prix, donc à la course longue, on a 11e Quartararo, 14 Zarco. C'est quand même pas mal comme fin de saison pour les 2 Français. On a vu qu'ils sont montés en puissance sur la tournée asiatique. On a trouvé les motos, que ce soit la Yamaha ou la Honda, qui fonctionnaient un peu mieux qu'en début de saison. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que tu en as pensé de leur Grand Prix? Ouais, non, pour la course sprint, Quartararo, il est à moins de 6 secondes de la victoire en 12 tours. Donc, c'est-à-dire, il a une demi-seconde. En début de saison, sur certaines courses, c'était pas ça. Enfin, même en cours de saison, parce qu'en début de saison, il était pas non plus tant à la rue. Zarco, en course sprint, il termine à 7 secondes et demie. Donc là, pareil, en 12 tours, c'est quand même, c'est bien. C'est bien. Et puis, pour la course principale, pareil, la Quartararo, bon, il termine 11e, on va dire, ouais, c'est pas super, tout ça, ok. Mais il termine juste derrière Bezzecchi Acosta. Il termine à 2 secondes d'un Morbidelli. Voilà. Je pense qu'enfin, il est à 10 secondes de la victoire en 24 tours. C'est pas très loin. Et 10 secondes de la victoire il est 11e. Et Alex Marquez, qui est 5e, il est à 5 secondes. Qui est 4e, il est à 5 secondes. Donc en fait, il y a quand même, malheureusement, Quartararo, il est dernier du groupe de pilotes, d'un bon groupe de pilotes. Ouais, il est pas en mesure vraiment de se battre avec eux, mais il peut avancer au même rythme. Il arrive à les suivre, en fait. Il arrive à les suivre et pour moi, c'est surtout ça, quand même, qui est assez positif. Et pareil pour Zarco. Il a réussi à se battre avec d'autres pilotes,
que les Honda et Alex Rins pour la 18e place, quoi. Oui, on est d'accord. Et Augusto Fernandez. Et je pense que c'est ça aussi qui est positif pour un Zarco. Il a pu se battre un peu avec un Miller, avec Oliveira, avec Viñales. Enfin, voilà, avec des pilotes quand même qui jouent normalement plus devant, qui jouent à peu près cette 12e place. Donc pour lui, non, c'est vrai que cette fin de saison est pas mal. On est bien d'accord. Pedro Acosta qui explose son carénage en sprint, ce qui lui fait sans doute perdre la place de meilleur pilote non Ducati ensuite, parce que pour le Grand Prix, il lutte avec Binder. Pas de chance. Ouais, bah c'est ça, c'est pas de chance. C'est Marquez qui revient un peu à l'intérieur, on se touche, et 9 fois sur 10, quand ça se touche comme ça, il se passe rien. Ouais, et là, tout le carnage arraché, quoi. Ouais, bon après, ça lui tapait quand même assez fort, hein, mais bon, ouais, c'est un peu comme l'année dernière, c'était à Silverstone, je crois, où Quartararo Marini, pareil, Marini double Quartararo, il lui arrache tout le carénage. Enfin, c'est pas de chance. Ok. Donc Binder finit meilleur pilote non Ducati et meilleur KTM avec la 5e position au général, devant Acosta et Viñales. Voilà. Et puis chute de Joan Mir à noter en Grand Prix. C'est à combienième de la saison? Je sais pas si tu as la stat, mais c'est beaucoup. Il a chuté 10 fois en 19 courses. Donc en fait, il a chuté, il a terminé moins de courses que Bagnaia a gagné de courses. Ah, ça fait mal celle-là. Mais en plus, juste avant qu'il chute, il était à la 10e position ou la 11e, je crois. Il était plutôt bien parti. Ouais, non, mais c'est une catastrophe pour lui, quoi. C'est terrible. En début de saison, j'avais l'impression quand même qu'il progressait un peu. Je m'étais dit, allez, c'est bon, il se remet la tête à l'endroit, il repart. Carreras, notamment, il termine en course sprint, il fait 9e. Bon aussi parce que tout le monde était tombé, mais ça c'est encore autre chose. Mais non, mais sinon il est tout le temps par terre. Et en fait, ce qui est complètement fou, il a eu 10 chutes, 10 abandons en course, 5 abandons en course sprint. Et d'après là les crash.net qui a donné le nombre de chutes des pilotes cette saison, il aurait que 17 chutes sur la saison. Donc en fait, le mec, il aurait 15 abandons sur 17 chutes en course. Enfin, c'est assez fou, quoi. Donc après, bon, dans ces abandons, il doit y avoir un ou deux, peut-être, c'est des problèmes mécaniques. Mais ça veut dire qu'en fait, il chute pas en essai. Et c'est ça, c'est en course où il chute. Alors bon, il avait été aidé par Zarco au Japon notamment, mais ouais, non, là, pour Mir, c'est une catastrophe. On est d'accord. Mais il ne termine pas dernier pilote Honda. Marini est quand même derrière lui. Bah, Marini, c'est le contraire. Il chute pas du tout en course. Par contre, il termine jamais dans les points, ou quasiment jamais. C'était un peu mieux sur cette fin de saison. Marini, en fait, à toute proportion gardée, il fait un peu comme Zarco. Un peu du mal en début de saison, mais sur la fin de saison, sur les dernières courses, ça progresse vraiment. Enfin, on voit vraiment pas mal de progrès. Les 8 premiers week-ends de Marini, c'est 0 pointé. Hein. Mais ça. Et quand il termine, c'est en Allemagne, il termine 15e, bah ouais, mais bon, ils sont combien à terminer? Et derrière, c'est ceux qui chutent pas, quoi. Bah, c'est son premier point, ouais, exactement. Ouais, mais c'est pour ça, c'est un peu, mais là, sur la fin de saison, il marque des points, alors oui, ok, il termine 14e. À chaque fois, non, en Thaïlande, il fait 12e. Mais non, après, il a quand même progressé. Faut dire ce qu'il est, sur la fin de saison, il a progressé. Donc, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est aussi la Honda? Je pense que c'est quand même les deux. Oui. Il a réussi un peu à s'adapter. Et on le voit, de toute façon, la Honda, on sait qu'elle a progressé sur la fin de saison. On parle de Zarco, mais même un Nakagami, après, il marquait quand même des points sur la fin de saison. Enfin, même un Mir, quand il chutait, il était pas 19e. On est d'accord. Ok, bah je pense qu'on a fait le tour de ce Grand Prix de solidarité de Barcelone, la dernière course de cette saison 2024. On va en rester là, on va se retrouver au prochain épisode, sans doute un débrief de fin de saison avec, on va essayer de ramener du monde pour partager plein d'avis sur tous les teams et tous les pilotes. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur Twitter, Discord, Blue Sky, Facebook, Instagram, on est partout, ou presque. Merci Thibaut, c'était un plaisir. À bientôt du coup. Et bah ouais, bah merci Pierre, et puis bah à bientôt. Merci, allez, ciao ciao. Salut.